I'm happy to share with Albertans that we'll be signing an agreement today that clearly sets out a pathway to the construction of a new oil pipeline to Asian markets, commencing as early as September 1st, 2027. La première ministre albertaine, Danielle Smith, visiblement satisfaite de son entente avec Ottawa, qui pourrait paver la voie à un nouvel oléoduc vers l'ouest. M. Carney en ferait un projet d'intérêt national et en accélérerait l'approbation. La mise en chantier pourrait arriver aussi rapidement qu'en septembre 2027, comme le disait la première ministre albertaine. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alex, Chantal, Michel, bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Chantal, qu'est-ce qu'on comprend? Il y a quand même, on est loin du premier protocole d'entente. Là, on a des dates, on a des projets, on s'est entendu. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a mis sur la table pour l'Alberta? Des nouvelles concessions, et pas seulement pour l'Alberta, des nouvelles concessions au niveau de la politique climatique du Canada qui commence de plus en plus à être longue de ce qu'elle a été quand Justin Trudeau a quitté son poste. Ouais. Ça s'est passé aussi avec l'électricité, ce qui est important pour pas seulement l'Alberta, mais les provinces qui produisent du gaz naturel, puisque pour arriver au cible d'électricité, on va redonner du brillant aux centrales qui sont alimentées au gaz, avec les règles qu'on parle d'assouplir pour la réglementation des grands projets ou des projets, ce qui veut dire des règles plus souples, plus faciles d'approuver un pipeline. Mais c'est aussi la première fois que ce projet de l'éoduc dont on soupçonnait l'arrivée prend une forme beaucoup plus précise. C'est-à-dire, il y aura un projet soumis au 1er juillet prochain par l'Alberta qui sera en principe étampé de projets d'intérêt national avec tout ce que ça comporte de ne passer pas go et tout va bien aller dès le 1er septembre prochain. Et regardez la date et la tête de Danielle Smith dans ce qu'on vient de voir. 1er octobre 2017, le projet serait approuvé, prêt à démarrer, pelleté de terre. Les élections provinciales en Alberta, les prochaines, c'est à l'automne, quelle coïncidence, de 2017. De 2027, vous voulez dire? 2027, ce qui permet donc à Mme Smith de dire « Je suis en campagne électorale et j'ai obtenu un nouvel oléoduc. » Oui. Donc, ça lui donne un élément pour faire campagne, une campagne qui pourrait être difficile. Est-ce que c'est trop de compromis sur le point, d'un point de vue environnemental, Michel? La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu le communiqué, c'était « Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Stephen Guilbeault? » Mais Stephen Guilbeault n'est pas le seul. Dans le caucus libéral, il y en a d'autres aussi pour qui l'environnement est une question très importante et qui dépasserait ce projet d'intérêt national. Et la conséquence de ça, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'image de M. Carney. Pour beaucoup de gens, M. Carney était quelqu'un d'intéressant parce que c'était un banquier, mais qui comprenait les questions d'environnement. Il a écrit un livre là-dessus, etc. Là, c'est un premier ministre comme les autres. Faudra voir quel va être, à long terme, l'effet sur l'image du premier ministre. Oui. Alec? Bon, recul environnemental, on en a parlé pas mal toute la semaine dernière. On a eu l'impression qu'on détricotait une à une les politiques qu'il avait mises à l'avant-plan, à l'avant M. Trudeau durant son mandat. Est-ce que c'est nécessaire pour une question d'unité nationale? Parce que c'est ce que semble évoquer le gouvernement fédéral présentement. Ah, c'est sûr que ça joue. Mais il y a un contexte qui est beaucoup plus large que seulement les reculs environnementaux. Il y a, oui, le contexte d'unité nationale. On en a fait une question identitaire presque en Alberta d'avoir un nouveau pipeline. Pour eux, c'est une façon concrète de démontrer que le reste du Canada comprend comment ils vivent, leurs aspirations, leur prospérité. Donc, il y a quelque chose là, devenu très profond autour du pipeline qu'on a peut-être la difficulté à comprendre à l'extérieur de l'Ouest, mais en Alberta, en Saskatchewan, c'est très, très clair, cette question-là. Donc oui, la question de l'unité nationale joue. Mais la question plus large, depuis que Donald Trump est arrivé dans le portrait, une remise en question de la dépendance du Canada envers les États-Unis, envers certains partenaires qui sont moins fiables. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui soit plus fiable si jamais éventuellement on a d'autres problèmes? Parce que c'est pas dit que quand Donald Trump va partir, nos problèmes vont être réglés. Ouais. Le prochain président américain peut être républicain ou démocrate, tout aussi protectionniste. L'argent qui rentre dans les coffres aux États-Unis grâce aux droits de douane, ça se peut qu'on s'y attache aux États-Unis. Donc, de trouver une manière que le Canada soit moins dépendant des États-Unis, ça passe aussi par avoir des marchés asiatiques pour le pétrole qui soient plus accessibles que seulement le marché du Sud. Je vais juste préciser, par contre, que malgré toutes les dates qu'on a annoncées,
qui sont certainement très bien pour Daniel Smith et sa réélection. Il y a quand même 2 écueils encore majeurs. Oui. Le tracé. Je vous vois va être venir, retenu, oui. et le promoteur privé qui va mettre les dizaines de milliards de dollars nécessaires. Donc, on peut bien dire à partir de septembre, le bureau de projet national va s'y intéresser. C'est vrai, mais par où il passe et qui va mettre l'argent, c'est un énorme défi pour être capable de concrétiser ça. Donc, oui, l'Alberta avance, Daniel Smith est contente, mais on n'en est pas là encore. Il manque ces 2 grosses étapes-là pour savoir si vraiment ce projet-là va être sérieux. En attendant, Mark Carney marque des points sur la question de l'unité nationale. Oui, Chantal, je vous ai vu réagir. Bon, en effet, sur le tracé, si on parle du rêve de la Colombie-Britannique de passer sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique plutôt que le sud, c'est là qu'il va y avoir, selon moi, les plus grandes tensions au sein du caucus libéral, parce que ça passe pas en Colombie-Britannique ni auprès des Premières Nations. Alors, c'est important. Et je suis pas convaincu qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont prêts à payer pour un autre pipeline. Donc, le financement du projet, ça va aussi être important. Mais pour l'unité nationale, soyons sérieux. Mark Carney peut difficilement aider l'industrie du gaz liquéfié en Colombie-Britannique, les éoliennes en Nouvelle-Écosse, l'hydroélectricité au Québec, à Terre-Neuve et Labrador, et un port en eau profonde dans l'Arctique à Churchill, au Manitoba, et dire à l'Alberta, mais dans votre cas, on va faire tout ce qu'on peut pour comprimer le plus possible dans une chape de politique climatique fondée, mais vos principales industries. Alors, il y a ça aussi, quelque part. S'il veut stimuler des projets de grande envergure un peu partout au Canada, c'est difficile de le faire avec l'Alberta sans passer par des questions d'énergie fossile. Ouais. Il fallait qu'il donne du lest un peu, il fallait qu'il montre à l'Alberta essentiellement qu'il y avait quelque chose pour eux aussi dans le grand sac des projets d'intérêt national. Michel, je regardais le document encore et je me disais, on dirait que M. Carney a mis tout sur la table pour que, si ça ne fonctionne pas, il puisse dire « ben moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. » là. Alors, il fait porter l'odieux un peu à Mme Smith si jamais ça échoue, tout ça. Si jamais ça échoue, mais il lui en a donné beaucoup. Alors, ça serait surprenant que Mme Smith dise ces raisins-là sont trop verts et je les veux pas. Là. Elle a gagné quelque chose et Chantal expliquait très clairement que en plus, ça tombe au bon moment pour elle. Alors, ça, c'est pas le principal problème, je pense. Le principal problème, c'est dans l'ensemble du pays, quelles vont être les réactions à ça. Parce que M. Carney joue aussi une autre partie, Alec en a parlé, c'est la solidité de l'économie canadienne et vis-à-vis des États-Unis. On ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Ça se peut fort bien que même un président démocrate garde la plupart des politiques de M. Trump. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, quand il dit « je veux faire du Canada une superpuissance économique aussi », ben c'est ça, c'est bâtir l'économie canadienne pour qu'elle soit résiliente à ce qui pourrait arriver en plus des États-Unis. Ça, je pense que là-dessus, il va y avoir probablement un appui assez grand. Bon, alors, le risque politique pour M. Carney là-dessus, y en a-t-il un? Oui. Chantal, je vous ai vu. Oui, bon, commençons par Chantal. Oui, il y en a un. Et là-dessus, il va falloir... Là, on a eu 2 exemples cette semaine qui sont assez inusités d'ailleurs. Le premier, c'est Stephen Guilbeault, étonnamment, qui l'a fourni. Pourquoi? Parce que dans l'entrevue qu'il donnait à Alec, d'ailleurs, à Midi Info, il a expliqué qu'il était, lui, pour l'accélération, effectivement, des approbations de grands projets, dans la mesure où le temps, les délais nuisent aussi à des projets structurants qui mènent à décarboner l'économie canadienne. Et là, en entendant ça, on se dit, effectivement, bon argument, mais pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral oublie de faire cet argumentaire-là, alors que, oui, c'est un argument valable et ça vient de la bouche du critique libéral le plus articulé sur la question. Mais l'autre, qui permet de se dire on a la peau mince au sein du caucus libéral là-dessus, c'est ma collègue Althea Raj a écrit une chronique sur les changements qu'on propose à la réglementation, y compris sur les espèces menacées. On pourrait s'exempter des dispositions de la loi qui disent on ne fait pas de projet si une espèce menacée de disparition serait mise en péril. Et le Star a mis comme illustration une baleine. Ouais. Et tu sais, quand on jette de l'eau sur des chats,
c'est à peu près la réaction de ténor du gouvernement, comme le leader en chambre, Steve McKinnon. Mais là, les amis, préparez-vous. Parce que moi, je pense pas qu'on s'assoit chez Mark Carney pour se dire combien de baleines on peut faire disparaître. Mais c'est le genre de conversation concrète vers lesquelles on s'en va. Et si on a la peau aussi courte pour une photo, le texte disait pas on veut faire disparaître l'habitat des baleines. Imaginez quand on va tomber dans le concret, parce que pour l'instant, on parle dans l'abstrait d'un oléoduc. Il n'y a pas de tracé et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors, oui, il y a des fragilités réelles à l'intérieur du caucus qui vont au-delà de Stephen Guilbeault. Alec, risque politique pour M. Carney? Oui, il y en a un, certainement. Je pense qu'il a plus de marge de manœuvre, étant donné le contexte avec les États-Unis, le contexte mondial, avec bien le prix du pétrole, etc., qu'un autre chef libéral aurait pu en avoir. Il y a un avantage certain, mais oui, il y a un risque. Il y en a bien des gens dans la coalition libérale, incluant dans son caucus, mais aussi chez les électeurs, qui veulent quand même qu'un parti libéral se préoccupe d'environnement, qu'on souhaite avoir donc une lutte au changement climatique qui se tienne, qui est peut-être pas aussi vigoureuse qu'elle l'était, le contexte étant ce qu'il est, mais qui est quand même encore quelque chose d'important. Stephen Guilbeault était peut-être le représentant le plus visible de cette frange-là, mais c'est clair qu'elle est moins nombreuse qu'il y a quelques années. Et bon, chez les électeurs-là, il y en a qui vont être tentés d'aller un peu plus à gauche. Le problème du NPD, c'est qu'avec Evie Lewis, pour l'instant, ils sont peinturés très, très à gauche, en général. Donc, on aurait pu, au NPD, récupérer l'espace qui est en train de libérer Mark Carney à gauche sur le plan environnemental. Pour l'instant, on est vraiment là dans un NPD beaucoup plus campé à gauche qu'il l'était. Donc, cet espace-là est moins évident. Puis on récupère, regardez les intentions de vote, on récupère chez Mark Carney des électeurs conservateurs de centre-droit qui n'aimaient pas Justin Trudeau, mais qui sont à l'aise avec Mark Carney. Est-ce que ça va compenser suffisamment les électeurs pro-environnement qui pourraient délaisser Carney? Peut-être, mais c'est un pari, c'est un risque. Il existe ce risque-là, mais ça se peut aussi que les deux se compensent dans les prochains mois. Intéressant. En tout cas, clairement, M. Carney assume ses décisions puis assume la prise de position qu'il a adoptée là-dessus. Il nous reste 2 minutes et demie. Je vais vous entendre sur Mme Fréchette qui est à l'extérieur du pays, à Paris, voyage officiel. Ça lui sied bien, ma foi, ces voyages-là. Ça a bien été à Washington. Michel, c'est une façon pour elle de bâtir un peu l'élan qu'elle a développé depuis qu'elle est à la tête de la CAQ? Un premier ministre qui n'a pas été élu comme premier ministre a besoin de se montrer le plus souvent possible dans des habits de premier ministre. Il n'y a pas de meilleure façon de faire ça que d'aller à Washington, que d'aller à Paris, que de rencontrer soit le président Macron, soit le premier ministre, mais d'être un premier ministre, et plus on va l'avoir en première ministre, plus les gens vont dire, ben oui, c'est une candidate très, très acceptable à ce poste-là. Ça ne veut pas dire que les gens vont nécessairement oublier le passif de la CAQ, mais pour elle, ça la met dans une situation favorable et c'est pour ça qu'elle va à Paris. Bon, 2 minutes, Alec, Chantal puis Alec ensuite. Oui, elle a quand même un avantage par rapport à d'autres premiers ministres qui sont allés à Paris pour les mêmes raisons. Elle n'est pas souverainiste, donc elle n'a pas à demander une profession de foi ou à essayer d'en déduire une. Et elle n'est pas campée dans le camp fédéraliste et elle n'a pas à demander une profession de foi fédéraliste ou quelque chose qui ressemble à ça et elle peut parler d'autres choses. Alors oui, bon endroit pour elle. Beaucoup moins de pièges que quand Jacques Parizeau, même Jean Charest, allaient se promener dans les mêmes endroits. Alec, le mot de la fin là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Elle a plus de points à marquer, surtout à l'approche d'une campagne électorale, en allant à l'extérieur du pays, en augmentant sa visibilité de première ministre qu'en restant à l'Assemblée nationale, où là, elle débat avec les autres partis d'opposition, puis elle a l'air d'être égale à eux. Alors, elle a besoin de se projeter, de montrer qu'elle a l'étoffe d'une première ministre. Très bonne décision d'aller à Paris à ce temps-ci. Oui, puis ça va peut-être alimenter les premiers bons sondages qui sont sortis pour la CAQ, en tout cas meilleurs sondages que ce qu'ils ont eu depuis quelques mois, la semaine dernière. On verra. Alec, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de long week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.